Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e podcast des Dérangeants. Je m'appelle Patrick Marcellet et aujourd'hui, on va entre autres recevoir la championne du monde de boxe, Marie-Ève Dicker, et on va se parler d'immobilier commercial avec Carlo Cocao. Bonjour! Oh, monsieur! Ah, je suis en forme! Es-tu capable de topper ça, Marie-Claude? Allô? OK! Mais Carlo, quand il m'appelle, il répond tout le temps comme ça. C'est vrai. Moi, je suis smooth, tu sais. Tu peux pas être malheureux, tu peux pas sourire quand t'entends une voix comme ça dans ton téléphone. Tu parles de la tienne ou de celle de Marie-Philippe qu'on vient d'entendre? La mienne, la sienne, c'est plus l'inverse. Non, mais Carlo, il aime beaucoup juste starter des sourires. Là. C'est comme ha ha ha. Puis là... Tu le feras tantôt, tu sais, inaperçu. Là. Juste partir un sourire. Je vous rappelle qu'on est en ondes. Oh! On est en direct, hein? On est en direct. OK. Donc, Marie-Philippe est là, Marie-Claude et Carlo, que vous avez entendu, bien sûr. Je vous lance la question en partant parce que c'est l'immobilier commercial. Puis on en jasera un peu dans notre débat tout à l'heure. Mais c'est-tu vrai, ça, que c'est 1000 pièges au pied carré, ça, là? 1000 pièges au pied carré. Allez jamais dans l'immobilier commercial, c'est trop compliqué. Ah, tout le contraire. C'est un monde d'opportunités et de challenges. Fait qu'il y en a des pièges, puis en même temps, il y a un potentiel extraordinaire. OK. Ouais, puis moi, je pense qu'il y a de la business à faire. Ça promet pour tout à l'heure. Bon, tu je vas suis être négative, ouais, il est positif, puis elle veut faire de seul l'argent. contre eux, ma belle Marie-Philippe. Ça me dérange pas. Amenez-en à les combats. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, ça, c'est quelque chose que tu as aimé normalement, Marie-Philippe. Coup de gueule, J'ai moins. compris depuis le dernier C'est ça, épisode. parfait. On va allée débuter lire. avec... pas avec toi tout de suite, puis Carlo, t'es trop primé. Marie-Claude, tiens. Coup de gueule. Plus que jamais, les gens, on s'expose sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook ou whatever. Puis, je trouve que les gens se permettent beaucoup de commenter. Puis, c'est rarement gentil. Tu sais, des fois, je lis des affaires. Moi, je suis quelqu'un qui s'abstient beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis, je lis des affaires, puis je dis, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui se permettent de dire des choses aussi méchantes. Fait que mon coup de gueule, c'est vraiment sur l'intimidation que je vois. Que tu sois un artiste ou pas un artiste, ou il y a des gens qui reçoivent ça à la maison, puis qui lisent ça. Puis, des fois, tu te prononces sur un sujet que tu connais pas, ta gueule. Fais juste, tu connais même pas les sources, tu sais pas de quoi tu parles, t'as même pas lu au complet, t'as juste lu le titre, puis tu sais, t'as une opinion. Ah, non, c'est pas positif. Ferme-la. Et des fois, c'est extrêmement tentant de ramasser quelqu'un. Ça peut satisfaire ton ego sur le coup pendant une couple de minutes. Moi, je pars toujours du principe que si je n'étais pas capable de dire en face à la personne, donc, ce que je m'en vais écrire, je m'abstiens. Mais toi, Pat, t'es une vedette internationale. Tu vas vivre ça pas mal, quand même. Honnêtement, régulièrement. Régulièrement. Ouais. Et le tu parles pire, d'intimidation, oui. Puis, je veux dire, t'es chez vous, tu reçois ça, là. Tu te sens pas bien, là. Ah, c'est sûr que tu te sens mal, mais on l'oublie, si on dirait. On oublie l'effet que ça peut faire aux gens souvent. Moi, c'est Mais juste oui, qu'on c'est se blessant. rappelle qu'on est des humains. Exact. Ce qui est fascinant, c'est que souvent, dans la cyber-intimidation, ça arrive souvent que c'est des matantes avec des photos de profil, des chats. Crime, ils ont tellement de haine et de colère. Je suis C'est comme, vrai. Ginette, mais calme-toi, là. Oui, oui. Va écouter un téléroman, je sais pas. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Et il y a plusieurs de mes amis, moi, filles particulièrement, là, parce que c'est souvent les filles qu'on intimide, puis qu'on dit t'as donc bien grossi, ou bien ça te va mal le maquillage. Et ce qu'elles me disent, c'est que la plupart du temps, effectivement, c'est des femmes qui les intimident comme ça. C'est fou quand Les même. femmes, c'est les pires. Moi, J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ton coup de cœur ou ton coup de gueule, mon Carlo? Hey! Un coup de cœur personnel un peu. Moi, j'œuvre en éducation, beaucoup dans les écoles, puis auprès des élèves en difficulté et des familles. Puis, je me considère comme un entrepreneur social. Pour moi, c'est important d'avoir une cause puis de faire une différence, même si c'est dans le modèle de l'entreprise privée. Et là, j'ai décidé de faire du portail aidersonenfant.com, qui est un projet de Mathémo dans lequel on investit beaucoup de temps et d'argent dans les 3 dernières années et demie. C'est devenu un organisme non lucratif la semaine dernière, en tout cas il y a quelques semaines, pour nous permettre de mieux faire ce travail-là, parce que d'aller chercher un peu plus de sous, de subventions, de commandites, et en même temps de continuer ce rayonnement-là social qu'on a et d'aider peut-être certains groupes comme les immigrants, les personnes âgées, les personnes plus défavorisées qui sont un peu plus difficiles à aider dans le modèle d'entreprise privée. Puis j'ai longtemps hésité à faire ça parce que j'aime le modèle d'entreprise privée. Puis là, récemment, j'ai un peu mieux compris que les deux ensemble vont pouvoir faire des grandes choses. Puis j'en suis super fier. Puis ça fait partie de notre ADN d'entreprise puis de mon ADN à moi. Puis c'est mon coup de cœur personnel. Est-ce que ça a été compliqué de devenir une OSBL comme ça?
Non, c'est pas super compliqué. Non, faut bien faire les choses. Puis j'ai trouvé des avocats pro bono qui m'ont aidé à bien le monter. Après ça, c'est quand tu le fais avec les bonnes intentions, tous en ligne pour bien faire les choses avec un organisme non lucratif. Ouais. Ben, bravo pour le souci social. J'aimerais que vous m'applaudissiez. Peut-être. Bravo. Merci. Non. Merci tout le monde. Ça, Je suis négative sur ça. C'est ça. OK. Je suis de Grinch. Mais coup de cœur. Ah, coup de cœur, mon Dieu, tu me surprends. Mais je suis pas mal sûre, c'est ça. Ça va finir avec un coup de gueule. C'est de la merde. Non, coup de cœur, quand on a commencé chez Marie, ça fait déjà 4 ans, c'est une entreprise très québécoise. C'est quand les gens partent une business, moi j'avais 24 ans, on fait beaucoup au Québec, puis c'est ici, c'est facile. L'erreur qu'on fait, c'est de faire un branding qui est très associé au Québec, qui est très francophone, etc. Puis j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui, après ça, comme la mienne, ont de la misère à exporter ça au Canada anglais ou aux États-Unis parce que c'est une business québécoise. Puis le Canada anglais, c'est rare qu'ils vont acheter du Québec. Puis bon, les deux solitudes, on en reparlera. Mais bref, on a pris la décision, parce qu'on avait de la misère, ça coûtait cher d'aller au Canada anglais, on a pris la décision de lancer complètement une autre société qui s'appelle Jenny's Pick, puis qui va être exclusivement pour le Canada anglais puis les États-Unis avec un modèle d'affaires différent. Puis on l'a lancé des dernières semaines. Puis la réception qu'on a eue, elle est extraordinaire. Ah oui. Extraordinaire. Puis le marché est tellement grand aux États-Unis, mais tellement grand, puis ça va tellement vite que moi, je dirais aux jeunes entrepreneurs, si vous n'avez pas lancé votre entreprise, pensez-y tout de suite de faire ça global puis de ne pas rester au Québec parce que c'est fou le potentiel qu'on peut avoir. J'aurais jamais pensé ça. Avoir su, j'aurais fait ça tellement avant. Là. Et donc, ce que tu leur suggères, c'est d'avoir un nom anglophone, mettons. Là. Un anglophone, puis un nom qui... Tu sais, un nom qui peut être unisexe. Tu sais, Amazon, là, ne veut rien dire. Tu sais, c'est femmes, c'est hommes. Tu sais, il faut toujours penser un petit peu plus loin. Tu sais, même si tu vends des pommes, peut-être que dans 5 ans, tu vas vendre d'autres choses. Fait que penser à un nom un peu androgyne. Des là. poires, pour mettre. Des poires. Mais moi, je trouve ça cool que tu aies un nom francophone ici au Québec, puis qu'au bout du compte, tu as été obligé à cause de ça d'avoir un nom anglophone. Mais il y a 2 entités qui représentent quand même les deux territoires. Ouais, je déteste quand même pas ça non plus. Oui, ben on est obligé de séparer parce que ça fonctionnait pas. Fait que pensez-y, les jeunes entrepreneurs, voyez big. Fait que Big. toi, Mathémo, man, ça marchera pas en Ontario. Ça marche. Mathémo. Mathématiquement. Ah, ok. Mathématiques. Ça se dit super bien. Super bien. Surtout le thé, le mathématique. Mathématiques. Restez avec nous autres, Marie-Philippe, Carlo et Marie-Claude, parce qu'au retour de la pause, on a Marie-Ève Dicker, la championne du monde des super mi-moyens, avec nous. Elle est irrésistible. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com. Elle est championne du monde des super mi-moyens. On est vraiment, vraiment content de l'avoir avec nous autres. Un peu intimidé quand même, on va le dire. Marie-Ève Dicker est là. Bonjour! Très, très cool, Marie-Ève. Merci beaucoup d'être dans le studio avec nous. Merci de votre invitation. Carlo est tellement excité qu'il est debout. Je suis debout. Je suis prêt, là. C'est parce que je voyais pas la différence entre assis et debout. Je suis pas si petit que ça, là. Mais tu peux rien dire parce Hey, que... je mesure 7 pieds 2. C'est quoi le problème? Ça commence fort, je vous l'avais averti. Hey, Marie-Ève, ben, vas-y donc, Carlo. T'as de l'air primé, mon Dieu. Écoute, ton attitude, ça vient d'où? Ce problème-là que tu dégages? Non, c'est pas un problème. Je pense que c'est le fait d'avoir suivi des cousins, des gars toujours plus grands, toujours plus vieux, puis être prête justement à me faire poker tout le Picosser, temps. Là. ouais. Exactement. Là, il doit Donc, moins de picosser. c'est encore drôle. On dirait que je suis comme le souffre-douleur, puis j'ai vraiment la réponse facile habituellement. Donc, je m'en sors, mais c'est vraiment un combat au quotidien. Je pense que ça doit être pour ça que j'ai vraiment beaucoup d'endurance dans mes combats, parce que je suis entraînée à longueur Tu penses d'année. à tes frères qui te picossaient. Mais même pas les frères, c'est mes cousins, c'est mon équipe d'entraîneurs, ce sont tous des hommes. Donc, je suis toujours comme en minorité, puis on le sait toujours, hein, les minorités, on pique dessus, puis c'est ça. Parce que C'est moi la blonde. même maintenant, tu t'entraînes avec des hommes dans un monde Oui. d'hommes. Ouais. Est-ce que c'est si intense que ça, les boxeurs, les... Ouais, Non, mais non, mais c'est les hommes, oui. Les locker talk, là, tu sais. Souvent, je suis comme one of the boys. Donc, ça passe comme vraiment bien. Puis même des fois, je suis comme, hey, les gars, je suis là. Hein? On pourrait se retenir un petit peu. Mais c'est sûr qu'au niveau de mes entraîneurs, ben, comme j'ai la répartie assez facile, je suis celle qu'on va piquer en premier. Et moi, je me fais un malin plaisir de répondre. T'es one of the boys, puis tu t'exerces un métier qu'on associe plus aux gars, mais il reste que tu affiches encore et toujours une féminité extraordinaire quand même, je trouve, en tout cas. Je pense que dans mes extrêmes, je reviens un petit peu dans la normale, dans le sens où je fais un sport qui est très tough, en quelque sorte. Et moi, dans la vie de tous les jours, j'aime pas quand les choses puent, j'aime pas quand les choses sont sales, j'aime pas quand les choses sont pas bien placées, j'aime pas être mouillée. Donc, c'est très... c'est vraiment très paradoxal. Donc, je pense que dans ces deux extrêmes-là,
je viens à revenir à peu près dans normal. Là. Tu sais, tu dis, mais j'ai quand même un côté fille. Moi, j'ai vu un segment de ton combat, on que tu avais du sang qui coulait dans le front, que tu soufflais pour pousser le sang. Moi, j'ai juste fait, elle va avoir une grosse cicatrice. Écoute, moi, je suis tellement mauvaise perdante dans la vie. Je veux gagner à tout prix. Peu importe ce que je fais, je joue au Monopoly avec un enfant de 8 ans. Il faut que je le batte. Je fais une course avec un enfant de 6 ans. Là, je vais laisser des chances, là, mais à la fin, c'est sûr que je vais gagner. Donc, quand c'est arrivé à ce moment-là, c'est pas un combat duquel je suis vraiment fière parce que moi, mon but, c'est d'être un ninja, c'est de toucher sans me faire toucher. Puis c'est pour ça que, de façon générale, je suis capable de combattre rapidement. Mais quand c'est arrivé sur le coup, j'ai fait « Oh non, il est trop tard. Faut juste que tu gagnes ce combat-là. » Puis ensuite de ça, j'ai comme pas aimé mes points de suture et mon expérience à l'hôpital. Je m'en suis pas vantée, même que justement Yvon, Michel m'a demandé est-ce qu'on pourrait avoir une photo. Je suis comme non. Ben ça veut dire que c'est pas commun là, que tu saignes, que tu as une nez cassée non, ou que. Non, c'est pas commun. C'est pas quelque chose qui est récurrent de mon côté. C'est quelque chose sur laquelle on fait vraiment attention au niveau de la défensive parce qu'on est conscient que si on veut une carrière vraiment intéressante, si on veut une longue carrière, moins souvent que je vais me faire toucher, meilleur je vais me porter. Là. Tu as mentionné Yvon Michel, donc tu fais partie de l'écurie du groupe Yvon Michel. Oui. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment ça fonctionne. Quelle est la différence entre un agent, un promoteur et le groupe Yvon Michel là-dedans? De façon générale, je pense que les gens ont aucune idée à quel point il y a une équipe autour de moi. J'en parle souvent. Et je suis un peu, en quelque sorte, une PME parce que il y a plusieurs personnes qui ont un rôle différent au sein de ma progression. Donc, un promoteur, c'est celui qui va décider où me faire boxer et quand me faire boxer. Ça, c'est Yvon Michel. C'est Yvon Michel, effectivement. Donc, c'est lui qui va organiser les combats. C'est lui qui va décider, Marie-Ève, tu vas boxer au Centre Vidéotron le 1er décembre pour un combat de championnat du monde. Ensuite de ça, Est-ce que c'est lui qui vend les billets aussi? Oui, ben c'est sûr qu'il y a une vente au niveau du groupe gym. Il y a certains boxeurs qui vont prendre des billets et en vendre. Par contre, moi, de mon côté, je l'ai jamais fait parce que je vais pas être une billetterie. Ouais. Donc, souvent, je vais référer les gens. Vous voulez voir mon combat? Je vais les référer sur le site web. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Puis ça me permet vraiment de me concentrer sur mon entraînement parce que j'ai vu des boxeurs à 15 minutes de leur combat dans le vestiaire courir pour donner des billets qui étaient vendus. Et ça, moi, je veux pas faire ça. Donc, Yvon, c'est vraiment son rôle. Mon agent, lui, c'est lui qui va négocier les bourses et les contrats de marketing. Donc, avec les commanditaires, avec Yvon Michel, c'est lui vraiment qui va négocier ça. Donc, c'est la distinction entre les deux. Mais ça c'est intéressant. Ouais. On arrive dans quelque chose d'intéressant. Est-ce que la boxe féminine, est-ce que ça te permet d'en vivre? En ce moment, j'en vis depuis 2 ans. Je vis bien depuis 1 an. Mais on parle d'un salaire normal de quelqu'un de normal qui travaille chez... Oui, peut-être un petit peu plus que la normale. Je pense que peut-être cette année, c'est un salaire un petit peu plus que la normale. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont engendrées par rapport au traitement, aux investissements de camp d'entraînement et tout ça. Mais je dois dire que cette année, je vis peut-être au-delà de la normale, mais sans dire que je suis millionnaire, sans dire que... on n'est pas rendu là. Donc, les carrières sont courtes aussi. Fait que il faut que tu maximises dans le temps que... C'est ça. Puis c'est pour ça aussi qu'on est très présent au niveau des médias. Et justement, il y a un attaché de presse qui travaille avec moi parce qu'on est conscient que c'est vraiment ce que je vais faire à la télé, dans les médias, à la radio, par les commanditaires, qui va me permettre de vraiment bien vivre. C'est une réalité des athlètes féminins. C'est ce que j'allais te demander en ce sens-là. La proportion entre tes bourses pour un combat puis les commanditaires, c'est de quoi? Et puis je te pose une sous-question. Oui. En ce sens-là, on a parlé de ta féminité tout à l'heure. Oui. Je suppose que c'est plate à dire, là, mais je suppose que ça aide aussi d'être une belle fille, malheureusement. Pour répondre à ta première question, qui était « Oh non, le TDA, je viens d'embarquer. » La question, c'est ta proportion de... Non, ma proportion, je dirais que l'année dernière, ma proportion commanditaire et bourse était pas mal 50-50. Ouais. Cette année, les bourses sont peut-être 60-40 vu que c'était un combat de championnat du monde. C'est sûr que pour l'année qui vient, là, je suis plus aspirante, je suis vraiment dans le siège du conducteur. À ce moment-là, les bourses vont être un petit peu plus intéressantes. Puis, on a aussi l'approche qu'on veut pas avoir 1 million de commanditaires. On cherche vraiment des compagnies qui vont s'associer avec nous pour le message qui est véhiculé, pour l'image. Donc, en ce moment, je les retiré au cas qui sont avec moi parce que la mentalité de cette entreprise-là est vraiment gagnante. Ils sont avec moi depuis le début de ma carrière. Donc, on veut pas devenir non plus un logo de pizza. Je pense que ce serait facile de le faire. Mais moi, je veux m'associer avec des entreprises qui ont la même vision que moi. Donc, on est très réserviste là-dessus. Par contre, cette année, je pense qu'on va peut-être aller chercher l'équité et ça va devenir un petit peu plus intéressant. Puis, pour l'autre question... Au niveau de la féminité, je pense à Ronda Rousey, entre autres, qui était une belle fille, elle aussi. Là, je suis convaincu qu'elle avait plus de commandites que Nunez, qui est moins jolie. Là, oui, probablement. C'est sûr que de mon côté, au départ, quand on parlait de moi, surtout dans les premiers combats, on parlait toujours de la sympathique, de la souriante, de la belle Marie-Ève, et j'étais fâchée.
J'étais fâchée de ne pas être reconnue pour mon sport parce que, oui, c'est un compliment que les gens me trouvent jolie, sympathique et name it. Par contre, moi, ce que je veux être reconnue, c'est pour mon sport, pour ma technique. Maintenant, c'est très différent. Les gens sont capables de reconnaître les choses. Puis, dans le même article, dans la même phrase, on va faire une allusion peut-être à l'aspect physique, mais on va aussi beaucoup parler de ma technique, de mes combats. Donc, ça, pour moi, c'est une victoire là-dessus. Je suis très, très contente d'avoir réussi à faire vraiment valoir mon sport. Ça m'a permis peut-être d'ouvrir les portes, ce côté-là, mais ça m'a permis de montrer ce que j'étais capable de faire dans un ring. Puis mettons, à cause que tu es une fille, justement, puis il y a un contrat qui t'arrive, il faut que tu sois en maillot de bain sur le Sports Illustrated. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux ou comme... Moi, c'est quelque chose vraiment que je déplore parce que je pense pas que pour vendre quelque chose, j'ai besoin de me mettre en maillot de bain. Oh, parfait. Pour moi, c'est ça. Puis si, justement, une compagnie me demande de le faire, ben le partenariat n'aura pas lieu parce que c'est justement pas l'image que je veux projeter. Puis c'est pas le message que je veux envoyer à la société, aux jeunes filles. Souvent, je trouve ça très déplorable de voir les jeunes filles qui se cherchent. On va voir des photos Instagram, puis des petites filles de 12-13 ans, ils savent pas comment plaire, ils savent pas comment attirer l'attention. Et c'est ce qu'ils trouvent, c'est de faire des poses osées, de se dénuder un petit peu. Puis ils ont plus de likes. Exactement. Donc, c'est tellement pas le message que je veux envoyer à la société. Et c'est tellement, pour moi, c'est hors de mes principes de faire une publication comme ça parce que je veux tellement véhiculer plus que ça, là. Il faut que je te demande, moi, par rapport au sport que tu pratiques, c'est un sport violent, c'est un sport où il y a des coups, et il y a des coups à la tête, puis tous les chocs et les coups à la tête sont de plus en plus de l'actualité dans le football, dans les sports de combat. Comment tu vois ça, cette relation-là avec ton sport que tu aimes, en même temps qui est un danger pour ta santé, puis en même temps qui est peut-être de moins en moins bien vu, ou en tout cas qu'il y a comme une prise de conscience par rapport à ce type de sport-là? Je pense pas qu'on peut catégoriser la boxe comme étant un sport comme le hockey, comme le baseball, comme le soccer. Moi, je pense que la boxe est un sport extrême. La mauvaise idée qu'on a de tout ça, c'est qu'on va le comparer au hockey, on va le comparer au soccer, où le hockey, le but, c'est de mettre une rondelle dans le filet. Ouais. Ça reste un jeu, ces sports-là. Ça reste un jeu, exactement. Par contre, quand on prend la boxe, on compare un parachutiste, quelqu'un qui se lance en bas d'un avion, un alpiniste qui va monter des montagnes. Ce sont des sports qui sont très dangereux. C'est justement cette poussée d'adrénaline-là qui nous force vers notre sport, qui fait que rouler à 350 000 à l'heure sur une piste de course, c'est dangereux. Mais la préparation qu'il y a derrière ça, comment tout est calculé, un parachutiste ne va pas sauter en bas d'un avion sans vérifier son parachute, sans vérifier son altitude, sans savoir entraîner. La boxe, c'est la même chose. On est conscient quand on monte dans le ring, chaque coup qu'on peut recevoir peut être vraiment très dommageable. Il peut causer la mort. On l'a vu... pas souvent, c'est arrivé. Et là, on a vu avec Adonis Stevenson, justement, récemment, qu'il y a des blessures très graves. C'est le même principe qu'un alpiniste. S'il s'en va monter l'Everest avec son sac à dos puis sa barre tendre, il y a des bonnes chances qu'il ne revienne pas vivant. Mais c'est un petit peu ça. Donc, nous, quand on monte dans un ring, si on n'est pas préparé, si on n'a pas fait notre coupe de poids de la bonne façon, si on a trop déshydraté, si on a eu un rhume, si on n'est pas conscient de notre défensive, si on ne lève pas nos mains, c'est le même principe que si on n'a pas vérifié tout notre équipement. Donc, Tu parles de préparation, ça a l'air de quoi une semaine d'entraînement? C'est combien de temps? Je présume que c'est pas du combat. Non, les semaines de préparation, c'est 2 entraînements de 2 heures par jour. Donc, le matin, on est en préparation physique. Donc, tout ce qui est conditionnement physique, musculation, cardio, posturologie, stabilité, ces choses-là qui vont nous préparer vraiment pour notre sport. Le soir, on boxe. En ça, on a des rendez-vous nutritionnistes, psychologues sportifs, ostéopathes, massothérapeute. Médias, oui, dans mon cas, les médias. Donc, c'est vraiment un travail à temps plein. Je dois dire que... C'est 5 jours semaine. Tu vas pas jusqu'à 7 jours. C'est 6 jours. C'est 6 jours semaine. Et le dimanche, il n'y a pas grand-chose qui se fait à part l'épicerie et la préparation de nourriture de la semaine. Donc, c'est vraiment... oui, exactement. Quand j'arrive en cas d'entraînement, je vis une vie de moine. Là. Puis, habituellement, tu dirais que ça finit à quel âge une carrière de boxeuse? C'est sûr qu'avec l'avancée dans le domaine du sport, les gens sont en forme de plus en plus longtemps. Les boxeurs font le saut chez les professionnels plus tard. Donc, je pense que pour la femme, le pic de la femme, c'est 34-35 ans. Donc, moi, je suis encore jeune par rapport à ça. J'arrive à un moment où j'ai quand même beaucoup d'expérience et là, on va arriver à notre pic. Je pense 37, 38 ans. Je pense pas que ce soit tant en termes de temps, mais de savoir quand accrocher nos gants, être capable de réaliser puis d'avoir une équipe autour de nous qui nous fait réaliser que, OK, il est peut-être temps. Fais pas le combat trop. Puis ça, je pense que c'est un art d'être capable de faire ça. Ça, c'est une question niaiseuse, mais... Puis là, on parle un pan de fille, mais tu peux pas être enceinte? Non. D'ailleurs, avant tous mes combats, 7 jours avant, je dois fournir une prise de sang d'un test de grossesse qui doit être négatif, sinon je peux pas boxer. Mais même pour toi, tu sais, tu dis, je vais continuer jusqu'à 37-38 ans, ça veut dire que tu n'as pas d'enfant jusqu'à 37-38 ans. Non. Moi, je fais énormément confiance en la vie. En ce moment, j'ai des enfants qui sont dans mon quotidien. J'ai des enfants que j'adore.
Ce sont pas les miens. J'ai un filleul aussi que j'adore énormément. Est-ce que les parents le savent que t'es proche de ces enfants-là? J'ai trouvé des enfants au Oui, parc. c'est ça. Moi, je les ai trouvés au parc. Et, non, mais juste ici au parc, juste en avant. Là, Oui, c'est un bon endroit. Oui, ça. c'est un bon Ouais, endroit. ouais. Très bien, très bien. Il y avait un petit garçon asiatique, je le trouvais tellement mignon. Donc... Bref. Puis ça passe inaperçu. Non, ben c'est ça. Tu sais, moi, en étant blonde, comme ça, c'est comme parfait. Là. Parfait. Ben, personne ne peut se douter que c'est pas mon enfant. Donc... Puis il avait 25 ans. Mais bref, si la vie a à mettre des enfants, je vais faire confiance en la vie. Pour le moment, c'est pas dans mes plans. Marie-Ève, tu es entourée d'entrepreneurs et toi-même, avant de pratiquer la boxe, tu as été aussi entrepreneur. Tu as lancé ta propre école de karaté. Avais-tu des études ou tu as lancé ça comme ça ou quoi? Ou... À l'âge où j'ai ouvert mon école de karaté, T'avais quel âge? j'avais 19 ans. 19 ans. J'avais 19 ans. Je pense que je connaissais plus à cette période-là que maintenant. Si je regarde là, les choses comme si je mets les choses comme d'une perspective différente, à 19 ans, là, j'en connaissais en maudit des affaires. Moi. Je connaissais, je savais. Puis là, je réalise à 32 ans que je connais rien dans la vie. Mais bref, j'ai... Ben, c'est l'assurance et l'innocence de la jeunesse écoute, qui nous fait oui, faire des choses. définitivement, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait toute ma vie. Moi, j'ai un deck en sciences humaines. Okay. C'est vraiment... ouais, c'est ça. J'ai un deck en sciences humaines, volet international et tout ça. Puis, à 19 ans, moi, j'ai dit, OK, non, mais moi, je veux être prof de karaté. Je faisais ça comme travail pendant mes études. Mon professeur m'avait comme engagé pour que je donne des cours à son école. Et à 19 ans, moi, j'allais ouvrir mon école puis montrer les affaires à la façon que je voulais les montrer. J'ai ouvert sous la même bannière, sous le même nom, par respect, par principe, parce que pour moi, c'était inconcevable de ne pas ouvrir sous le même nom. Et j'ai appris tellement de ça. Donc, j'ai vraiment grandi de cette expérience-là. Tu l'as eu pendant combien de temps, ton école? Je l'ai eu de 19 à 30 ans. Puis c'était quoi le chiffre d'affaires à peu près? C'était comme quelques 100 000 $? Oui, c'est ça, exactement. J'ai commencé dans un petit local avec 2 associés. On avait 1200 pieds carrés. Et à la fin, j'avais un local de 5000 pieds carrés avec des cours de boxe aussi dedans. On est dans un thème sur l'immobilier commercial, qui est le thème de notre débat. Est-ce que tu louais? Tu étais propriétaire? J'étais locataire. Locataire, Oui, OK. exactement. Si ta carrière se termine, est-ce que tu vas repoursuivre ça ou tu vas retourner aux études? Là, en ce moment, je fais quelques cours à la maison aussi parce que je peux pas concevoir de pas entretenir mon cerveau. Pour moi, c'est très important de continuer d'apprendre. Justement, j'ai une soif d'apprendre dans la vie. Et à un moment donné, c'est quelque chose que j'avais comme un vide à l'intérieur, là, entre mes entraînements, entre tout. Puis là, j'arrivais, puis on dirait que j'apprends rien. Et donc, c'est important pour moi de le faire. Non, je me dirige un petit peu plus vers les médias, la communication. J'ai réalisé, en ayant une école de karaté, ce que je trouvais le fun, c'était de véhiculer un message, de partager ma passion, d'inspirer les gens vers les saines habitudes de vie, de croire en eux, d'aller au bout de leurs rêves. Et je trouvais ça le fun parce que je pouvais toucher des personnes directement. Je les côtoyais au fil du temps. Et je me rends compte que par le biais des médias, je suis capable de continuer cette mission-là, puis un petit peu plus large. C'est peut-être moins personnel, mais je pense que je peux aller toucher un petit peu plus de gens. Puis on dirait que c'est la continuité que je cherchais justement de cette école-là. Donc, est-ce que tu te verrais dans... tu vas finir, éventuellement, de boxer. Est-ce que tu te verrais partir à ton compte puis de justement faire la promotion de ça ou de... Oui et non. Je dois dire qu'en ce moment, il y a tellement de projets. Moi, je suis une personne qui... Quand je commence quelque chose, je dois le faire à 100%. Et j'ai la chance, par le biais de ma passion, par le biais de mon métier, de toucher à plein de choses en ce moment. Je touche aux médias, je touche aux communications, je touche à l'organisation d'événements, je touche tellement à plein de choses que je me dis, j'aimerais ça faire ça. Les conférences, oui, ça, j'aimerais ça. Justement, une tournée de conférences dans les écoles primaires, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2 ans. Et cette tournée de conférences-là, on la lance dans quelques semaines. J'ai tellement hâte, puis là, je me dis, je pourrais être conférencière. Oui, mais j'aimerais ça faire ça. Donc, en ce moment, là, j'ai vraiment je me lève à tous les matins et mes journées sont tellement différentes, remplies de projets, remplies de défis. Puis, pour le moment, je suis pas capable de choisir quel je voudrais faire, quel je voudrais juste faire à part boxer. Tu sais, Marie-Ève Dicker, tu es ta propre entreprise jusqu'à un certain point. Oui, je pense que les gens sous-estiment justement le fait qu'un boxeur, souvent, on pense que la personne va recevoir des coups, manger des coups dans le ring, et ça s'arrête là. Non, moi, autour de moi, j'ai 2 entraîneurs, j'ai un coachman, j'ai un préparateur physique, j'ai un conseiller en nutrition, j'ai un attaché de presse, j'ai un agent conseiller, j'ai un promoteur. J'ai des gens autour de moi avec lesquels on travaille, et souvent, je fais la blague. On me dit où je vais et j'y vais. Là. J'ai comme pas vraiment de contrôle sur ma vie dans le sens où j'ai la convocation média. C'est comme, OK, Marie-Ève, tu vas porter telle affaire. Je suis comme, ouais, mais j'aime. OK, parfait, on va ajuster. Donc, on a vraiment une ligne directrice, un petit peu comme une entreprise quand on va faire le brand de l'entreprise et tout ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec moi. Je pense que pour le moment, ça va bien. Mais c'est quelque chose
je dirais, de très méconnu des gens, à quel point tout est calculé, tout est pensé, parce qu'il n'y a rien qui est laissé au Puis hasard. encore plus dans le domaine de la boxe, où le domaine de la Oui. boxe est souvent associé à des gens qui ont de la misère à s'exprimer, puis qui l'ont eu plus difficile, puis que... Ouais. C'est sûr que si je compare à mes compatriotes masculins, je suis la seule qui gère la carrière de cette façon-là. Je suis la seule qui a cette façon de voir les choses-là. Par contre, je suis aussi la seule qui n'a pas la même finalité, dans le sens où, pour moi, la boxe, c'est une tribune. C'est ma passion, c'est mon métier. J'adore ça, je mange la boxe, je suis contente de me lever le matin pour faire ça. Mais ça va au-delà de ça. Moi, je veux utiliser la boxe pour véhiculer, comme je disais tantôt, un message de croire à aller en soi, d'aller au bout de nos rêves. Mais surtout, moi, toute ma vie, on m'a dit, Marie-Ève, pensez même pas, c'est impossible. Et combien de personnes se sont laissées décourager par ça? Moi, j'ai juste envie de leur dire, non, regardez, je l'ai fait. Donc, j'utilise la boxe pour ça. Et je sais que si je veux faire cette mission-là, bien, ça me prend une plus grosse équipe que juste gagner des combats de boxe. Marie-Ève Dicker, Oui. merci tellement. Merci pour le message. Merci de ta présence. Regarde, on t'avait déjà reçu, moi, dans mon émission, C'est quoi? Puis c'est toujours magique. Vraiment. Merci. Merci énormément. C'est vraiment inspirante. Merci. Puis c'est vraiment le fun d'avoir justement la chance d'être ici avec vous. Ça fait comme très différent des entrevues que je fais habituellement. Puis d'avoir le temps de parler de tout ça, c'est vraiment apprécié. On est Merci. plus intelligents aussi, là, fait que c'est ça qui arrive. Vous avez été à l'école spéciale? Marie-Ève Dicker, championne du monde des super mi-moyens. Merci énormément encore une fois. Dans quelques instants, notre débat sur l'immobilier. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. C'est le moment de vous présenter la 4e start-up finaliste parmi les 10 sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Je vous rappelle que jusqu'au 4 juin prochain, vous pouvez voter en ligne pour le projet de votre choix. Celui qui va gagner va mériter une formation bootcamp à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et il y a aussi les dérangeants, donc vous, Marie-Philippe, Marie-Claude, Carlo et les autres, qui vont aussi choisir un gagnant. Donc, notre projet du jour, c'est Marie-Claude qui nous le présente? Oui, aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Mongo Agency. On écoute son président, Jonathan Duquette. Bonjour les dérangeants, mon nom est Jonathan Duquette et j'ai une question à demander à vos auditeurs. Quelle est la chose la plus importante pour une entreprise? Des clients. Alors, comment s'assurer d'avoir de nouveaux clients mois après mois? Ça commence avec une stratégie marketing du tonnerre qui va vous démarquer de la compétition. Chez Mongo, nous avons généré plus de 200 000 nouveaux clients qui ont causé plus de 16,4 millions de ventes et ce, en seulement 4 ans. Alors, vous voulez plus de clients et commencer à déranger vos compétiteurs pour de vrai? Excellent! Visitez mongoagency.com et réservez votre consultation gratuite de 30 minutes maintenant. OK. Carlo ou Marie-Philippe, vos commentaires? Les agences marketing, quand tu es en affaires, tu as toujours l'impression qu'ils vendent du vent. Ils te vendent la lune, puis après ça, des fois, tu ne vois même pas l'impact de ce qu'ils font, même s'il y en a un. Moi, j'ai tendance à me fier beaucoup à mon jugement personnel quand je rencontre ces gens-là. Est-ce qu'ils ont l'air crédibles? Est-ce que ce qu'ils disent a l'air vrai et non juste embelli? Comment bien suivre leur travail? Ces agences-là sont assez utiles, voire nécessaires, parce que les petites entreprises ont de la misère à embaucher 1, 2, 3 professionnels du marketing ou de la publicité en ligne. C'est un modèle qui est difficile à comprendre quand tu payes pour, puis en même temps qui est utile. C'est mon commentaire. Moi, belle confiance. J'aurais peut-être amené un élément de différenciation parce que, comme Carlo disait, il y a beaucoup d'agences marketing. Fait que qu'est-ce qu'eux font de différent pour être allés chercher autant de clients? Mais j'ai aimé à la fin qu'ils disent appelez-nous pour une consultation gratuite. Moi, j'aime beaucoup là, quand les gens font des appels à l'action là, après pour qu'il y ait quelque chose qui se passe puis que les gens aillent voir leur site web. Fait que non, bon pitch. Puis en plus, ça s'appelle Mongo Agency. Fait que ça va pouvoir. C'est anglais. Ben ça. oui. Moi, j'aime ça. International. Je sais que t'aimes ça, international, you know. Merci beaucoup, vous trois. Je vous rappelle que pour découvrir nos 10 finalistes et voter, évidemment, vous vous en allez sur lesdérangeants.com/vente à salade, vent avec un S. Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vente à salade. Les Dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. De retour dans le podcast des Dérangeants, Marie-Philippe Simard est avec nous. Marie-Claude Duquette également. Quelque chose à dire, Marie-Claude? C'est ce que j'ai vu. Et Carlo... Bonjour! Arrête de faire ça. On va se parler d'immobilier aujourd'hui, d'immobilier commercial. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce que vous teniez à ce que ça soit un thème dans les Dérangeants. J'ai envie de comprendre dans un premier temps.
Je pense que c'est un peu pour aider les nouveaux entrepreneurs. Souvent, ils vont faire l'erreur de prendre un local commercial trop rapidement. Ça va coûter cher. Fait que nous, on essaye de dire faites attention à ça, puis voici nos bons coups, nos moins bons coups. Fait que c'est un peu ça le thème de l'émission. Là. OK. Oui, puis ça peut facilement représenter 5, 10, 15, 20 000 par année de dépenses pour une petite entreprise qui fait 153 000 de chiffre d'affaires. L'impact est majeur. Puis il y a, dans nos expériences à nous, puis de ceux du monde immobilier, il y a plein de chemins auxquels on ne pense pas, mais qui sont super importants, soit pour économiser de l'argent ou pour maximiser cet investissement-là qu'on fait dans un local commercial. Alors, on commence. Mettons qu'on y va avec un local commercial. Ouais. Disons qu'on le loue, dans un premier temps. Fais pas ça. Ça commence fort. Mais pour une entreprise là, qui débute, quels sont les avantages et les désavantages, par exemple, de se louer un local commercial? Un local commercial, ça permet d'avoir une équipe sous un même toit. Donc, il y a un avantage de réunir ton équipe, de pouvoir contrôler l'environnement dans lequel tu travailles, ce qui aide aussi, ce qui favorise la culture. Après ça, tous les pièges, c'est quel prix tu payes, combien de temps dure ton bail. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est dans l'immobilier commercial, il n'y a pas de régie du logement. Là. Les baux de 5, 10, 15 ans sont monnaie courante. Fait qu'imagine, tu es un entrepreneur, puis là, tu dis, oui, je crois à mon affaire, je pense qu'on va avoir 28 millions de chiffre d'affaires dans 3 ans, je suis capable de signer un bail de 15 ans parce que les conditions sont bonnes. Le bail de 15 ans, qui est souvent assorti d'une caution personnelle, c'est de l'immobilier commercial, c'est une jungle. Mais tu peux être pris avec si ton entreprise fait faillite dans 2 ans, là. Tu peux être prêt avec si tu as besoin de plus d'espace. Moi, je tombe des nues, là, des baux de 10, 15, 20 ans. Ouais. Souvent. D'habitude, c'est minimum 5 ans. Là. Souvent. Ouais. Ah, ouais. Puis c'est une business qui dépasse 5 ans, il y en a quoi? 10 %? Ouais. Il y a un Christy de gang que ça marche pas. Aïe. Ouais, c'est vraiment... Puis au début, moi, le premier vrai bail que j'ai signé, le propriétaire me soumet un contrat de 10 pages, qui est un vrai contrat conçu par les avocats. C'est pas un bail de la Régie du logement, parce qu'il n'y a pas de Régie du logement pour ça. Moi, je prenais pour acquis que c'était un contrat standard. Il n'y en a pas de contrat standard en immobilier commercial. Il y a des clauses avec lesquelles tu t'entends avec le propriétaire, que ce soit dans les dépenses. Parce que là, tu as des différents types de baux. Tu vas avoir des baux où le locataire ne va rien payer d'autre que le loyer mensuel. On dit des baux bruts. Ça veut dire que le chauffage, l'électricité, tout ça est couvert par le propriétaire. Mais ça se négocie. Tu peux dire, mettons qu'il veut faire payer les dépenses. Tu peux dire, non, moi, je ne veux pas payer ces dépenses-là. Tu peux négocier des mois gratuits. Ça se fait quand tu signes un bail de 5, 10, 15 ans. Tu peux en avoir des 3 à 6 mois gratuits. Mais moi, quand il m'a soumis ce document-là, j'ai argumenté aucune des clauses. Puis c'était pas abusif, mais j'aurais pu négocier pas mal plus d'affaires que ce qu'il y avait dans le document. Mais dans l'immobilier, je dis régulier, là, des fois, on vit dans ce qu'on appelle le plein logement ou quoi que ce soit, puis c'est à peu près impossible de négocier. Aujourd'hui, en 2019, dans le logement commercial, dans l'immobilier commercial, c'est une bonne période pour le locataire? Est-ce qu'il peut négocier comme il veut? Mais c'est toujours à l'avantage du locataire, parce qu'il y a beaucoup de locaux commerciaux, puis de plus en plus de gens vont aller dans des espaces de coworking, on pourra parler tantôt. Ouais. Fait que les commerçants qui ont des locaux, il faut qu'ils les louent. Fait qu'ils sont très, très flexibles. T'sais, nous, qu'on avait loué notre local, ils peuvent donner un montant par pied carré. Fait que mettons que tu négocies 5 $, ou 10 $ par pied carré. Pour l'aménagement. Pour l'aménagement. Fait qu'eux vont te donner, je sais pas, peut-être, nous, on avait reçu 25 000, 30 000 pour aménager notre local, qu'il n'y avait rien dedans. Puis qu'on avait pu faire construire des murs, refaire les planchers, etc. Fait que ça, c'est des choses que j'ai négociées dans mon deuxième bail, parce que dans le premier, je l'avais pas fait. T'sais, dans le premier, là, on a un problème avec une laveuse parce qu'il faut qu'on fasse du nettoyage, puis c'était pas couvert dans le bail. Mais là, je pognais avec. Puis souvent, l'erreur que les entrepreneurs font, c'est que dans leur premier bail, justement, ils négocient rien, puis ils sont pognés avec des affaires, puis ils se trouvent épais. T'sais. Et pendant un méchant bout de temps. Là. Puis très longtemps. Fait que c'est pour ça qu'on essaye de... Puis moi, je suis à Laval. À Laval, des bureaux commerciaux à louer, il y a juste ça. Je veux dire, tu te promènes sur le boulevard Saint-Martin, le boulevard Le Corbusier, tu ne vois que ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés d'investissement au Québec puis en Ontario qui mettent leur argent dans ce type de bâtiment-là, même s'ils ne sont pas loués pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne les dérange pas. Donc, l'avantage est vraiment au locataire. Mais c'est sûr que plus tu es rigide sur tes critères, que ce soit la localisation géographique ou le type de bâtiment que tu veux, plus tu perds des éléments de négociation. Mais si ta business te permet d'être sur une rue ou sur une autre, puis ça ne dérange pas trop, avec des types de bâtiments différents, tu as un grand pouvoir de négociation. Là. On va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs, à la localisation. Je veux parler à Marc-Claude parce que je pense que toi, tu ne loues pas. Toi, tu as décidé d'acheter. Oui, moi, ça a été... enfin, ça a été un choix. Par le passé, l'entreprise, il y avait une partie annexée à une grosse maison privée, puis on avait un entrepôt qui n'était pas annexé, qui était même dans une autre ville voisine. Puis là, ça causait plein de problèmes. Fait que pour moi, c'était super clair que quand j'allais déménager l'entreprise, j'allais acheter. La location, ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai rien à dire. Même que je sous-loue même de l'espace. Je suis beaucoup plus dans ce mode-là que moi, aller louer. Fait que moi, j'ai pris le guess d'acheter. C'est sûr que c'est un autre investissement. Tu sais, quelqu'un qui part, tu sais, puis quand j'ai fait le move, je venais d'acheter la compagnie. Fait que c'était 2 moves en même temps que j'ai fait. Mais
Moi, j'avais évalué, tu sais, c'était neuf, c'était beau, c'était un secteur que je voulais. Ça répondait à tous les critères que je voulais. J'ai dit, au pire, je le vends. Tu sais, c'est un endroit super achalandé. Puis je me suis dit même que, tu sais, je peux le louer. Tu sais, c'est vraiment à ce mode-là. Je me suis dit, s'il y a quelque chose qui marche pas ou quoi que ce soit, ça devient trop gros ou pas assez gros, je le loue, je le vends. Puis, tu sais, fait que moi, ça a été ma décision que d'acheter et de ne pas louer. Moi, j'ai fait exactement la même chose. Moi, j'ai acheté mon condo commercial où on est à Laval. Ça faisait 5 ans qu'on était locataire de cet endroit-là. Et moi et la neuropsychologue avec laquelle j'ai acheté les locaux, on a tâté le terrain avec le propriétaire. On dit hey, tu voudrais-tu le vendre? Il n'était pas à vendre, le local. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Tout n'est pas affiché sur Centris ou Kijiji. Il y avait un autre projet qui se développait ailleurs. Il y avait besoin de liquidité. Il pensait vendre un autre local que celui-là. Finalement, on a fait une offre. On a réussi à acheter. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, ça, c'est la morale la plus importante, c'est du jour au lendemain, le chèque que je faisais à un propriétaire qui gardait l'argent, je le faisais à une entreprise qui m'appartenait. Ben oui. Le monde de différence que ça fait, puis la différence de loyer n'était pas très grande dans mon cas. C'est un véhicule super intéressant pour accumuler du patrimoine personnel que l'immobilier commercial parce que ton entreprise opérante paie un bail à une société qui possède le local. Exact. Ça donne que cette société-là, elle t'appartient personnellement. Oui. Donc, c'est comme la main qui nourrit la main, mais au lieu de nourrir quelqu'un que tu connais pas, tu nourris toi-même. Ça vient avec des fois des inconvénients parce que tu donnes des trucs en garantie ou tout dépendant des montants. Des fois, ton loyer peut bouger un peu. Mais l'impact que ça peut avoir sur ton patrimoine personnel pour des entrepreneurs qui souvent ne se prennent pas de salaire ou s'en prennent pas durant les périodes creuses ou ont des années plus difficiles. Mais après 3 ans, nous, on a vendu en février 2018, après 3 ans, parce qu'on n'avait plus besoin de ce type de locaux-là. Puis je préfère me racheter autre chose qui est un peu plus flexible par rapport à mes besoins d'entreprise. Mais en 3 ans, je vais retrouver pratiquement tout le loyer que j'ai payé. Encore faut-il quand même que tu aies les moyens de te l'offrir au départ. J'ai des jeunes entrepreneurs qui commencent, leur suggérer quand même de s'acheter en partant ou... Bien, on n'aurait jamais été capable d'acheter si ça n'avait pas été de l'aide d'experts en financement. On a réussi à financer à 100%. 100%, zéro cash down, notre loyer a augmenté de quelques points de pourcentage au lendemain. Oui, il y a des trucs en garantie. L'entreprise est en garantie, mais comme Marie-Claude a dit, au pire, on vend le building puis on ne perdra pas d'argent. Puis c'est une firme qui s'appelle Capital Conseil qui nous ont aidés. Ça fait un monde de différence parce que je voulais commencer à faire ça tout seul. Puis là, tu te rends compte que tu vas te faire manger assez vite par les banques qui te demandent 1000 documents. Tu ne sais pas pourquoi ils te les demandent. Tu ne sais pas comment bien présenter l'information de façon à faire valoir ton projet d'achat. Il y a des experts qui s'occupent de ça. Puis le coût de cette expertise-là en vaut pleinement la chandelle. Je vais me mettre dans la peau d'un jeune entrepreneur qui arrive puis qui a envie d'un local. Puis là, c'est ta première entreprise. Fait que tu as envie d'avoir un beau local. Ça flash, c'est beau. Puis ça. Je suppose qu'il y a un paquet de pièges aussi, là, des trucs qu'il faut éviter. Puis, Mais le plus gros piège, là, c'est justement le jeune entrepreneur qui veut montrer qu'il a réussi. Ouais. Ah Puis oui. là, il va s'acheter un beau local pour montrer que ça marche bien, puis il va se retrouver à payer 5-6 000 par mois alors qu'il n'y a pas une crise de scène en revenus. Ça, tout le monde tombe dans ce piège-là. Il faut faire très attention. Nous autres, ça a pris 1 an et demi. Moi, j'ai été dans le cinéma maison de mes parents à faire des boîtes tous les jours pendant 1 an et demi, là, justement pour qu'on puisse économiser ça. Puis après ça, on a eu un entrepôt. Fait qu'attendez avant Le de le plus faire. tard tu peux attendre pour ton local, tu vas économiser des dizaines de milliers de dollars. Puis en mais plus, tu fais ça où? Dans le sous-sol de tes parents comme Marie-Philippe? j'ai de la place là, chez nous. Ça. Ben, c'est ça, les parents de Marie-Philippe C'est accueillent toutes les commun, tu sais. On entreprises. demanderait, mettons, à Étienne, il a parti ça dans son sous-sol, là, puis c'était... Ils se sont rendus jusqu'à 25 dans son sous-sol. Tu sais, c'est quand même fou. 25. Parce que c'est vraiment une charge. Tu sais, quand tu regardes ton bilan, le loyer, c'est vraiment une grosse charge. C'est une des Fait que plus si grosses, tu souvent. peux te l'éviter, tu le fais. Parce que surtout quand tu pars, c'est pas le temps. Là. C'est vraiment pas le temps. Ton cash, il faut que tu le mettes ailleurs. Après ça, une fois que tu es prêt à faire le move, c'est location, location, location. Moi, j'y crois. Ça va dépendre de ton type de business. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui a besoin des gens qui viennent te rencontrer ou à une business que tu n'as pas besoin, il y a ça aussi à réfléchir. Il y a le coworking, tantôt que Marie a parlé, qui est une super belle alternative. Puis surtout, quand tu démarres, tu as besoin de t'entourer. Faut que tu parles à d'autres gens. Il y a des gens qui peuvent t'aider, qui ont d'autres connaissances. Le coworking, à ce moment-là, c'est quelque chose qui devient super intéressant. Encore là, il faut que tu regardes. Il y a différents coûts. Tu sais, tu peux louer une salle conférence, tu peux quand même recevoir des gens. Puis c'est rendu une tendance qui est à Montréal. Là, on en voit beaucoup. On en voit aussi dans d'autres mondial, là. régions. Que ce soit Trois-Rivières, que ce soit Québec. Il y a des beaux espaces de coworking en ce moment. Fait que c'est une super belle alternative pour les entreprises en démarrage. Puis ensuite de ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Pourquoi tu t'es pas installé à Montréal? » C'est une question légitime. C'est beaucoup, beaucoup moins cher à l'extérieur de l'île. Et pour moi, ça ne me causait pas de problème vis-à-vis ma business. Ça devenait pas un issue de, je suis capable d'employer sur la Rive-Nord, j'ai super de bons employés, des bonnes ressources. Mon loyer, quand je compare mon pied carré avec un local à Montréal, puisque ça ressemble aussi,
des fois, c'est quoi, 40 50 Mais tu vois, c'est énorme. C'est ça, tu sais, la localisation. Toi, si tu as une business qui fonctionne, tu sais, c'est l'idéal. Moi, au début, on avait un entrepôt sur Chabanel, qui est dans l'ouest, un peu creux à côté de la 40. Puis au début, on essayait de recruter des gens, puis on s'est vraiment rendu compte que c'était hyper difficile. Parce qu'il y a personne qui voulait aller là. Ça prenait 1h30 partir du centre-ville. Fait que pour aller chercher des développeurs qui ont des offres partout, bien, aller se pointer dans Chabanel, ça leur tentait pas. Pour aller chercher des gens en marketing hyper qualifiés qui ont aussi des offres partout au centre-ville, aller dans Chabanel, ça marchait pas. Fait que nous, pour notre recrutement, c'était un frein. On n'a pas eu le choix à un moment donné d'aller chercher quelque chose au centre-ville. Puis là, les embauches ont été 15 fois plus faciles. Mais vous payez plus cher, évidemment. C'est ça. Moi, ce que j'ai fait quelque chose de vraiment beau. Si tu rentres chez nous, tout le monde qui rentre chez nous, wow, c'est vraiment beau chez vous. Et ça m'aide à embaucher parce que c'est vraiment beau chez nous. Mais c'est quand même plus loin aussi. Ouais. Mais je veux dire, il y a du monde partout. Là. Donc, les gens ont un accent là-bas. Mais si vous parlez de location, je vous pose la question, là, est-ce que vous favorisez la faisabilité d'une entreprise dans un secteur ou si c'est mieux d'aller à un endroit où est-ce que ça va coûter moins cher? Il faut que la localisation te permette de réussir. Tu peux pas juste viser le moins cher. Ça serait pas une bonne décision d'affaires de dire je vais aller payer moins cher, mais je serais jamais capable de voir mes clients dans mon magasin. Mais ta question tout à l'heure, c'est je veux des beaux bureaux. C'est ça l'erreur. 9 fois sur 10, c'est pas important, les beaux bureaux avec les beaux cadres. L'aménagement commercial, ça coûte une fortune. Ça coûte tellement cher que des fois, les propriétaires proposent l'argent, comme disait Marie-Philippe tout à l'heure. Sur 1000 pieds carrés, ça peut facilement coûter 50 à 100 000 $. Fait que c'est pour ça que les baux sont longs. Fait que tu amortis sur 5, 10, 15 ans. Mais c'est une fortune que, sur le coup, tu le finances, tu t'en rends pas trop compte, mais ça grève ton bilan. Puis c'est important d'avoir cette juste balance-là entre les deux parce que si tu veux juste du beau, tu vas payer pour du beau, mais ça va nuire à ton entreprise. Je finis avec la localisation. Des fois, on dirait qu'il y a des secteurs d'une ville ou quoi que ce soit qui sont associés à un type d'entreprise. Est-ce que, selon vous... Oui, des grappes, je pense par exemple à la rue Notre-Dame, des antiquaires, etc. Est-ce que, selon vous, c'est important d'avoir un local dans une espèce de grappe, comme tu dis, ou si, au contraire, on affirme notre unicité en étant un peu à l'extérieur de tout ça? L'été passé, on a eu à aller faire un shooting dans le Myland, puis je rentre dans l'ascenseur, puis là, je croise le gars de Frank & Oaks, puis après ça, je croise un autre gars d'une autre compagnie que je connais. Fait que juste dans l'ascenseur, j'ai croisé 2-3 entrepreneurs, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment... Tu sais, c'est la communauté start-up, la communauté d'affaires, c'est stimulant. Fait que, tu sais, quand tu commences, puis que tu t'en vas à un endroit où est-ce que c'est quasiment un incubateur, juste d'être ensemble, de se croiser, moi, ça, je pense que c'est vraiment un gros plus, là. Ça, c'est les partenaires, puis ceux qui peuvent t'aider. Puis après ça, il faut que tu ailles aussi où les clients vont. Si tu vas dans l'est de l'île, puis aucune personne qui pense aller magasiner pour ton produit dans l'est de l'île, tu vas être unique, mais tu n'auras pas de clients. Puis de la même façon que tu peux investir une fortune pour aller louer un local, par exemple au Carrefour Laval, dans les centres commerciaux, au quartier 10-30 sur la Rive-Sud, tu vas payer une fortune pour ça. Mais là, ça devient un mélange de je paye mon loyer, puis je paye pour tout l'achalandage qui se promènent dans ces centres commerciaux-là ou dans ces power centers-là. Ça en vaut la chandelle des fois, mais il faut bien l'évaluer parce que c'est pas toujours garanti non plus. Tu sais, le loyer, le problème avec ça, c'est que si jamais ça va moins bien, t'es pogné avec cette charge-là mensuelle. Fait que si tu payes 10-15 000 par mois, mettons, pour ton loyer, puis après ça, il faut que tu coupes des employés parce que ça va moins bien, puis il faut que tu coupes des dépenses. Celle-là, elle ne bouge pas. T'es pogné avec. C'est rare que tu peux casser un bail. Tu vas être pris avec des pénalités à payer. Puis des fois, les pénalités, c'est 6, 12 mois à payer. Puis des fois, tu as une caution personnelle de 24, 30, 60 mois. Là. C'est extrêmement angoissant d'avoir ça sur le dos alors que tu n'as pas les revenus qui viennent avec. Fait que même si tu as un local commercial, avant d'agrandir, pense à des alternatives. Il y a tellement de gens qui veulent travailler de la maison. C'est sûr que c'est moins le fun pour l'esprit d'équipe, mais si tu as 40 employés puis il y en a 10 qui travaillent de la maison, ça ne change pas grand-chose qu'ils soient là ou non. T'sais. Fait que je ne sais pas penser à des alternatives, mais moins de coûts fixes possible, c'est la clé de la réussite. Tu viens d'évoquer un peu les centres d'achat, puis on va oublier vos entreprises respectives, mais je suis curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Ça a été d'actualité récemment avec le cas Caroline Néron. On a dit que l'avenir est peut-être plus en ligne que dans un centre d'achat. Oui. Il va y avoir la construction du centre d'achat au coin de la 15 puis de la 40, je pense. Y a-tu de l'avenir dans les centres d'achat? Ben, tu sais, moi, je suis dans le commerce de détail, fait moi, il faut que je lise beaucoup sur ça. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les gens vont plus utiliser les centres d'achat comme endroit où tu vas aller acheter des produits. Ils vont utiliser ça comme une espèce de showroom où tu vas venir, l'expérience va être le fun, tu vas te faire les ongles, tu vas avoir du champagne, tu vas juste regarder les produits, puis ça va être ça. Ça change. Est-ce que les magasins ferment? Non, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est que les gens commencent en ligne, puis après ça, ils vont aller en physique pour avoir des showrooms, justement, des petits espaces. Aussi, commence en physique pour mais garder de plus le en plus, les gros joueurs font l'inverse, font en ligne, puis après ça, physique.
de ce qu'on voit, là, les nouveaux font ça beaucoup. Dans le retail, dans le vêtement? Dans le retail, puis au lieu d'avoir plein de boutiques partout, ils vont en avoir un à Montréal, un à New York, un à Paris. Des boutiques phares. Des boutiques phares, tout petites. Pour le brand. Juste pour montrer de quoi ça a l'air. Moi, pour répondre à ta question, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était des bonnes avenues. D'un point de vue environnemental et social, moi, je pense pas. Je pense pas que ça peut être une bonne solution pour nos enfants de dire on va aller construire des gros centres commerciaux qui sont accessibles seulement en voiture. Puis je pense entre autres au 10-30. Je peux pas croire qu'on peut penser que c'est une bonne décision à long terme. D'un point de vue commercial, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement puis des fonds de retraite qui investissent là-dedans. Fait qu'ils investissent dans le béton parce que ça fait des rendements à long terme. Est-ce que ces locaux-là vont être tous occupés dans 5, 10, 15 ans? J'en doute. Ça ne sera pas comme c'était il y a 10-15 ans. Clairement. Ça va être des commerces différents. Mais ce qu'on voit qui est intéressant, on le voit, il y a une entreprise au Québec qui s'appelle Women's, Andréane Marquis, puis elle a pris une entente avec des commerçants qui louent des centres d'achat, par exemple, puis elle va louer un local pendant 1 mois. Donc, ça va être comme un pop-up, puis elle va louer pendant 1 mois, elle va exposer sa marque, puis après ça s'en va. Fait qu'elle n'a pas un loyer commercial dans un centre d'achat qui va coûter un bras, puis ça lui permet à ses clients de connaître la marque. Mais en plus, moi, je pense quand qu'on va elle s'en fait, aller. ça crée un happening. Là. Ouais. Fait qu'elle crée de la valeur à sa marque. Puis c'est un modèle d'affaires qui est nouveau. Puis elle loue les locaux qui sont vides de toute façon. Oui. Fait que, tu sais, moi, je pense que les centres d'achat vont devoir commencer à penser à des trucs un petit peu plus out of the box. Là. Donc, si j'ai bien compris le débat, on travaille le plus longtemps possible dans le sous-sol de nos parents, idéalement. Ouais. Si on est capable, à un moment donné, d'être capable d'acheter... Après ça, tu vas au café du coin. Tu squattes le café du coin. OK. Tu loues une salle de conférence avec Wi-Fi, oui. Après ça, tu fais un coworking. Oui, le coworking. Tu rencontres des amis, ça te coûte pas cher. Après ça, tu prends un bail d'1 an ou 2 pour voir si les coûts fonctionnent avec tes trucs. C'est ça, tu te menottes pas pour 15-20 ans. Exactement. Parfait. Puis après ça, tu essaies d'acheter l'endroit où tu loues. Oui. Tu mets ça dans ton patrimoine personnel. Mais ça te prend une bonne localisation. Oui, et tu fais de l'argent en immobilier, commercial ou résidentiel, sur le prix d'achat, pas sur le prix de vente. Fait que c'est important d'avoir des multiples intéressants. La somme de mes revenus donne le prix de vente en 10 ans à peu près. C'est une bonne règle pour dire... Je ne paierai pas trop cher, puis dans 10 ans, je vais faire mon argent sur la valeur qu'aura prise le bâtiment. Mais c'est important de bien négocier, puis de ne pas tomber trop en amour avec son local. C'est juste un local. Passe à autre chose. Hey, merci de vos conseils. Je trouve ça extrêmement intéressant. Marie-Claude, Carlo. S'il y en a qui se plantent dans le local, là, ça va pas bien. Il y en a eu des trucs qui se sont dit. Oh, dernier... Ah non, il faut que je dise quelque chose. C'est la jungle, hein? Puis tous les locataires ne savent pas, mais si le bâtiment où tu es est vendu, tu peux te faire sortir. Ce bail de 10-15 ans-là, le nouveau propriétaire, si ton bail n'est pas publié au publication au registre foncier du Québec, en 6 mois, tu te fais sortir de ton local. Tu n'as pas de droit, tu n'as rien. Tu n'en as aucun. Mais c'est dans la loi, ça. Okay. Donc, tu dois faire publier ton bail et ça fait une différence parce que tu peux au moins un peu plus te protéger. Puis s'il veut te sortir, il va devoir te dédommager. Ça fait une grande différence. Encore une fois, un énorme merci. Carlo, tu étais tellement survolté. Je te laisse le mot de la fin, mon vieux. Faut juste crier, il fallait juste crier. Bye! Bye tout le monde! Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!